Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Au Gabon, un projet de loi sur les critères d'éligibilité à la présidence fait polémique. L'opposition accuse les auteurs du texte de vouloir exclure de potentiels candidats à la présidentielle prévue dans 2 ans. Au Rwanda, Paul Rusesabagina a été condamné à 25 ans de prison pour plusieurs chefs d'accusation dans le terrorisme. Les proches de cet opposant à Kagame qualifient son procès de politique. Et puis en Afrique du Sud, le nouveau maire de Johannesburg a trouvé la mort dans un accident de voiture. Jolide Matongo a été élu il y a seulement 2 mois après le décès de son prédécesseur. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Direction le Gabon, où un projet de loi durcissant les critères d'éligibilité à la présidentielle fait polémique. Selon le texte proposé, pour être candidat à une élection présidentielle, il faut résider dans le pays durant au moins 6 mois chaque année durant les 2 années qui précèdent le scrutin, ce que dénonce évidemment l'opposition. Détail. Le gouvernement gabonais a adopté lundi dernier un projet de loi durcissant les critères d'éligibilité à la présidence. Depuis son adoption, ce projet suscite les débats. Et pour cause, il stipule que pour être candidat à une élection présidentielle, il faut résider dans le pays durant au moins 6 mois chaque année durant les 2 années qui précèdent le scrutin. Même les diplomates sont concernés. Pour être applicable, le projet doit d'abord être adopté par le Parlement. L'opposition soupçonne un coup tordu à 2 ans de la prochaine élection présidentielle. Possible candidat à la présidentielle de 2023, l'opposant Alessandre Barrault-Chambrier a dénoncé une manœuvre visant à éliminer des adversaires. Actuellement en France, Victoire Lasséné-Dubose, ancienne secrétaire générale du parti au pouvoir passé dans l'opposition, a déploré ce nouveau projet de loi. Elle aussi compte se présenter une 2e fois à la présidentielle. Je demande aux députés et sénateurs de ne pas voter en faveur de cette loi discriminatoire et antidémocratique, a quant à lui plaidé Innocent Bemphone, candidat déclaré depuis les États-Unis. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de Gabonais soutiennent que cette disposition vise à écarter Omar Denis Jr., fils d'Omar Bongo, qui réside à Brazzaville, au Congo. Mais Frédéric Bongo, un autre fils d'Omar Bongo envoyé en Afrique du Sud, comme attaché de défense, serait lui aussi exclu. Il faut résider dans le pays pendant une certaine durée pour connaître les réalités des populations qu'on prétend diriger, a de son côté justifié mardi dernier Jesse Ella Ekoga, porte-parole de la présidence de la République. Pendant ce temps, au Congo, le projet de loi controversé dit de la congolité ne sera pas examiné à l'Assemblée nationale, du moins pour la session qui est donc en cours. En séjour à Lubumbashi, le président de la Chambre basse, Christophe Mbossé Nkodia Pwanga, a donc confirmé à la presse que ce point n'a pas été retenu parmi la multitude de sujets inscrits à l'ordre du jour. Le texte de loi qui doit réserver aux seuls Congolais de père et de mère la possibilité de se présenter à l'élection présidentielle n'est plus une priorité selon Christophe Mbosso, le président de la Chambre basse. La réponse a été apportée aux journalistes qui voulaient connaître le sort réservé à ce projet de loi déposé à l'Assemblée nationale. Le texte avait été déposé par Noël Chiani, candidat malheureux à la dernière présidentielle. Ce dernier a saisi l'Assemblée nationale à travers un député. Une loi qui réveille des tensions politiques. Le camp de Moïse Katumbi a fait part de son hostilité, affirmant que le texte n'allait pas dans la bonne direction, demandant que le projet de loi soit purement et simplement banni. L'auteur de la proposition, Noël Chiani, demeure serein. Ma proposition n'a pas été rejetée, je vous assure qu'elle sera alignée, a-t-il assuré.
Les responsables de la jeunesse katangaise mettent en garde, il faut éviter de réveiller les velléités sécessionnistes. En Guinée-Conakry, l'ancien ministre d'État et puis porte-parole du gouvernement sous le régime du président déchu Alpha Condé, Thibou Camara, a été mis aux arrêts. Son arrestation est intervenue ce week-end. Attends après, reportage. Combien de nos compatriotes? Thibou Camara n'est plus un homme libre. L'ancien ministre d'État guinéen, ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises et porte-parole du gouvernement sous Alpha Condé a été arrêté, selon un de ses proches, dans la nuit du 18 au 19 septembre par un groupe d'hommes lourdement armés. En croit sa famille, toute furieuse et déconcertée, son arrestation serait intervenue par effraction aux environs d'1h du matin. Son téléphone et celui de son assistant qui était sur place auraient été emportés par les hommes en uniforme. Et avant l'opération qui s'apparente à un kidnapping, les hommes encagoulés ont ligoté tous les agents postés devant l'immeuble situé à Kamayenne, détruit toutes les caméras de surveillance et pris le serveur. Homme de confiance de l'ancien président Alpha Condé, il aura loyalement servi à ses côtés jusqu'au 5 septembre, date de sa déchéance par les forces spéciales. Pour l'heure, silence radio au sujet des facteurs motivant l'arrestation de Thibou Camara ainsi qu'au sujet de sa destination finale. Son mentor, Alpha Condé, quant à lui, restera encore pendant un bon moment aux mains des hommes de Doumbouya qui n'entendent pas céder aux exigences de la CEDEAO qui, entre autres, appelait à sa libération. La présidence de Djibouti a annoncé ce dimanche que le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, était rentré au pays, et ce après des rumeurs qui sont intervenues cette semaine sur son état de santé. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné la capitale ce dimanche en fin d'après-midi, à l'issue d'un séjour privé en France. Le retour du chef de l'État marque la poursuite à un rythme encore plus soutenu des efforts au développement du pays, a déclaré la présidence dans un communiqué. Des images montrant sa descente d'avion ont été publiées sur le compte Twitter du président. Le retour au pays d'Ismaël Omar Guelleh intervient alors que des rumeurs ont commencé à circuler lundi dernier sur les réseaux sociaux, affirmant qu'il était hospitalisé à Paris. Le lendemain, le Premier ministre et porte-parole du gouvernement était intervenu publiquement pour les démentir, affirmant qu'il prenait du repos après un surmenage. Réélu pour un 5e mandat en avril avec plus de 98% des voix, le président djiboutien dirige d'une main de fer ce petit pays dont il a su exploiter la position stratégique aux confins de l'Afrique et de l'Arabie. Âgé de 73 ans, Omar Guelleh a succédé en 1999 à son mentor, le premier président de Djibouti, ancienne colonie française devenue indépendante en 1977. Durant ses 4 premiers mandats, il a développé les infrastructures de son pays, un territoire désertique est devenu un hub commercial régional grâce à sa situation stratégique à la jonction du golfe d'Aden et de la mer Rouge. Ismaël Omar Guelleh, qui aura plus de 75 ans à la prochaine élection présidentielle et ne pourra ainsi pas se représenter selon la Constitution, pourrait tirer parti de ce mandat pour choisir et désigner son dauphin. Au Rwanda, Paul Rusesabagina a été condamné à 25 ans de prison pour plusieurs chefs d'accusation, dont terrorisme. C'est au thème d'un procès qualifié de politique par ses soutiens, se opposant à Paul Kagame, devenu célèbre pour avoir sauvé plus d'1 millier de personnes lors du génocide des Tutsis de 1994, a été donc jugé à Kigali. Ni lui, ni ses avocats n'étaient présents à l'audience. Paul Rusesabagina a fondé une organisation terroriste, il a contribué financièrement à des activités terroristes, a déclaré la juge Béatrice Mukamurenzi au sujet de l'ancien directeur de l'hôtel des 1000 collines à Kigali, jugé pour son soutien au Front de Libération Nationale FLN, groupe rebelle accusé d'avoir mené des attaques meurtrières au Rwanda en 2018 et 2019. Il a été reconnu coupable ce lundi de terrorisme. Ni l'accusé qui pourra faire appel, ni ses avocats n'étaient présents à la lecture du verdict. Ils ont boycotté les audiences depuis mars, dénonçant un procès politique rendu possible par son enlèvement organisé par les autorités rwandaises, ainsi que des mauvais traitements en détention. Sa peine devait encore être détaillée par le tribunal. La prison à vie avait été requise contre Paul Rusesabagina après avoir été arrêté dans des conditions controversées à Kigali en août 2020. Ce virulent opposant à Paul Kagame a été jugé avec 20 autres personnes
de février à juillet pour 9 chefs d'accusation, dont celui de terrorisme. Paul Roussé-Sabagina a participé à la fondation en 2017 du mouvement rwandais pour le changement démocratique, MRCD, dont le FLN est considéré comme le bras armé, mais il a toujours nié toute implication dans ces attaques. Sa famille et ses soutiens n'ont eu de cesse de dénoncer un spectacle mis en place par le gouvernement rwandais pour faire taire un critique et refroidir toute dissidence future. En Afrique du Sud, le nouveau maire de Johannesburg a été tué dans un accident de voiture. L'accident a eu lieu alors que Jolide Matongo revenait d'une campagne pour encourager l'inscription sur les listes électorales dans le township de Soweto. Précision. Jolide Matongo, le maire de Johannesburg, a été tué samedi dans un accident de voiture, un peu plus d'un mois après son élection. Âgé de 46 ans, il avait été élu le 10 août à la tête de la capitale économique de l'Afrique du Sud après la mort du Covid-19 de son prédécesseur. L'accident dont les circonstances n'ont pas été précisées a eu lieu alors que le maire revenait d'une campagne pour encourager l'inscription sur les listes électorales dans le township de Soweto, ceci en vue des élections locales du 1er novembre prochain en Afrique du Sud. Rien ne pouvait présager aucun d'entre nous à cette perte soudaine qui a privé le centre économique de notre nation de son second maire en 2 mois, a réagi sur Twitter le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui avait accompagné Jolide Matongo à Soweto. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur SICA.